Alors, en février 1987, dans le numéro spécial de Liberté consacré à André Bello, Pierre Vadeboncoeur écrivait ceci à propos des liens, de ses liens avec le disparu. Je le cite. « J'hésitais un peu en acceptant d'écrire un témoignage, même bref, sur André Bello. Tout ce que je sais de lui me vient de 2 ou 3 conversations, de quelques lettres qu'il m'écrivit, de la lecture d'articles ou d'essais qu'il publiait, le tout depuis 1978, pas davantage. Plus, il est vrai une chose. Souvent, chez lui, l'éclair d'une qualité intellectuelle, ou morale, ou humaine, à tout coup remarquable, et je trouvais cela très singulier, très spécial, cette constance dans des signes très divers de supériorité, comme de simples effets, comme des signes dont l'égalité supérieure révélait sans doute elle-même quelque chose, constituait elle-même un signe plus général et plus concluant, évidemment. » Fin de citation. Avec cette modestie plus ou moins feinte, tout à fait typique de la posture de Vadeboncoeur, ce dernier tend à se placer à l'écart du mouvement de la littérature québécoise, comme si ses écrits avaient été déterminants par une sorte de heureux hasard, comme si le syndicalisme l'avait vraiment tenu à l'écart de la vie littéraire pendant 25 ans. Évidemment, la correspondance de l'essayiste, vaste et encore largement inexplorée, donne à penser le contraire. Vadeboncoeur est au cœur d'échanges intellectuels importants, qui vont, on voit que la palette est assez large, du père d'Anjou à Jacques Ferron, en passant par François Ricard et André Major. D'ailleurs, la correspondance paraîtra bientôt au Boréal. Et s'il est vrai qu'André Bello et Pierre Vadeboncoeur n'ont pas été des intimes, peut-on dire qu'il s'agit seulement de l'affaire de quelques lettres? L'accès aux archives de Pierre Vadeboncoeur, grâce à l'accueil généreux de Mme Vadeboncoeur, Marie, m'a permis de prendre la mesure de cette correspondance qui, il est vrai, n'est pas très volumineuse. J'ai pu consulter 7 lettres d'André Bello à Pierre Vadeboncoeur, datées du 23 mars 1978, du 14 avril 80, du 15 juillet 83, du 18 juin 84, j'achève, du 18 décembre 1984, du 1er juin 85 et du 23 juin 1985. 3 copies de lettres ensuite de Pierre Vadeboncoeur à André Bello, datées du 2 février 1978, du 11 juillet 1984 et du 24 décembre 1984, ainsi que la retranscription d'un extrait de lettres daté du 5 juin 1985. Des recherches dans le fond Bello de l'UQAM n'ont pas permis d'identifier d'autres lettres de cette correspondance. Il faudra donc se contenter de ce petit corpus qui n'est pas dénué d'intérêt, bien au contraire. Nous tenons le pari que c'est notamment dans cette relation épistolaire que Bello a cherché le moyen littéraire d'en finir avec un obstacle majeur à l'épanouissement intellectuel et politique de sa génération, dont il est bien sûr partie prenante. Cet obstacle, le cité-librisme. Et Pierre Elliott Trudeau, l'ami intime de Vadeboncoeur, devenu en quelque sorte son ennemi politique, quelque part au début des années 1970. Comment finir chez Bello avec cette figure tutélaire qui entre et ses discours et ceux de ses amis, nés pendant les années 30, qui ont cru voir en Cité libre une première porte ouverte, aussitôt refermée, sur la modernité. Avant de pouvoir esquisser une réponse à cette question, il faut remonter au premier moment de la correspondance entre Bello et Vadeboncoeur en 1978. En 1977, Bello consacre une chronique de Voix et Images au plus récent essai de Pierre Vadeboncoeur, Un génocide en douce, paru quelque temps avant l'élection du Parti québécois, en 1976. Il s'agit là d'une lecture particulièrement brillante de ce pamphlet, très loin de plusieurs autres critiques de la même époque, laudatives. Ce que Bello y reconnaît comme une poétisation du politique le taraude. Il pose la question, franchement, je le cite. Comment dire littéralement Robert Bourassa? Comment rendre l'insignifiance littéralement signifiante, sinon en annonçant que la fin du monde est proche? Dans le tragique ainsi instauré, tout acquiert un sens, il n'y a pas de hors-sens sous le regard de Dieu. S'en suivrait, en quelque sorte, une déréalisation de l'objet, de l'essai ou du pamphlet, je le cite de nouveau. Voilà un discours qui, pour s'ouvrir au mythe, se ferme au monde, qui, ne signalant pas explicitement cette fiction à l'instar du roman, déréalise l'adversaire réel, le danger réel, les forces réelles, si bien qu'à mon tour, je me sens devenir intolérant et moralisateur, et que j'ai envie de dire au poétique qu'il n'est pas, lui non plus, un absolu, et qu'il peut bien aller voir ailleurs si j'y suis. Une chose a dû piquer au vif Pierre Vadeboncoeur dans ce passage, au moins une, c'est qu'on tienne pour acquis qu'il puisse y avoir un divorce, dans un génocide en douce, entre son propos et le réel, et qu'il se soit insinué une espèce d'univers mythifié entre le monde et lui.
Il ne faut pas oublier que l'essayiste a consacré l'essentiel de ses essais des années 50 dans Cité libre, notamment, à dénoncer ce qu'il appelait l'irréalisme de notre culture. Nous nourrissons, disait-il en 1951, des mystiques, des idéaux dont la référence au réel ne se fait plus que vaguement. C'est là le trait le plus irritant de notre culture, disait-il. L'essayiste envoie donc une lettre réplique à Bello, le 2 février 1978, dans laquelle il insiste tout particulièrement sur son expérience syndicale comme gage d'ancrage dans le quotidien et le réel. Le propos est courtois, mais le désaccord est palpable, accentué par une série de questions rhétoriques. Exemple, est-ce à un homme de culture qu'on doit démontrer cela? Est-ce à quelqu'un qui sait ce qu'est la littérature et ce que l'histoire prouve? En posant une autre de ces questions, où le point d'exclamation est pour ainsi dire superflu, Vadeboncoeur défend son esthétique. Je le cite. Peut-être n'avez-vous pas réfléchi suffisamment que le pouvoir de se servir dynamiquement des mots et de projets des images peut aider, plutôt que nuire, à appréhender d'aussi formidables réalités et permettre qu'on se fasse non point une représentation euphémique et édulcorée, mais une idée s'approchant quelque peu de ce réel chargé d'énergie. Bello lui répond, le 23 mars de la même année. Il concède qu'il exprime lui-même une position politique, ou plutôt qu'il admet un jugement sur la sienne, tout en précisant qu'il demeure un littéraire et que c'est sous cet angle qu'il a lu son livre. Et il ne changera pas d'avis sur le propos de l'essai. Fin de l'échange. Les lettres qui suivent ne témoignent pas d'un rapprochement entre les deux hommes, malgré la participation régulière de Vadeboncoeur depuis 1980 à Liberté, dont on le sait bien, Bello est membre du comité de direction. Dans un envoi du 14 avril 1980, Bello remercie Vadeboncoeur de lui avoir envoyé un exemplaire de la réédition de La dernière heure et la première, dont la première parution remonte à avril 1970. Il s'agira, dit Bello, je le cite, de le relire au moment où se noue notre destin. Cet essai, nous le verrons un peu plus tard, aura une importance certaine dans l'élaboration de quelques idées de Bello. L'envoi suivant est plutôt surprenant. Il s'agit d'une courte missive de Bello, envoyée à son voisin, tous deux habitent l'avenue Bloomfield à Outremont, accompagnant la copie d'une lettre envoyée au journal d'Outremont, le 8 juillet 1983, attention, à propos du restaurant Le Petit Zinc, tout à côté du théâtre d'Outremont. Essentiellement, Bello n'apprécie pas les ordures et les problèmes d'odeur engendrés par la présence de ce restaurant de la rue Bernard. Engagement citoyen un peu bourgeois, disons-le, qui n'ira pas plus loin. Je serais porté à dire aussi bien comme ça. Je vous rassure, il y a à un moment donné un partage d'idées qui... quand même, sinon la conversation va être longue. Le partage idéal qu'on espère, finalement, trouvant ces deux hommes finis, bien sûr, par sourdre, dans une série de lettres échangées en 84 et en 85. Et c'est bien sûr le cœur de la correspondance. Le ton est devenu plus familier. Les deux hommes se tutoient, se permettent des confidences, et on se demande bien qu'est-ce qui a pu expliquer ce rapprochement. Le passage, si vous voulez, d'échanges polis, respectueux, à la réflexion commune sur des enjeux culturels et politiques. Est-ce que ce sont les collaborations de Vadeboncoeur à Liberté, à partir de 80, comme je l'ai dit? Est-ce que c'est la fréquentation des lieux communs comme François Ricard et Yvon Rivard? Eh bien, ces derniers, je les ai questionnés à ce propos, ne sauraient expliquer ce changement de ton entre les deux hommes, tout en mentionnant, bien sûr, leur affinité politique, puisqu'ils étaient tous deux indépendantistes. Encore là, c'est un peu faible comme idée. Mais cela, reconnaissent-ils, n'explique pas grand-chose. Comment l'expliquer, je ne sais trop. Chose certaine, le sujet principal de la correspondance est le même jusqu'à la fin, Pierre-Éliott Trudeau et le cité-librisme. On a l'impression, à lire les lettres de Bello, que ce dernier cherche une façon de tirer un trait sur ce passé qui a les allures d'une trahison. Comme s'il avait été dupé et cherchait chez un ancien ami intime de Trudeau une façon de comprendre ce passé, d'en venir à bout. Il ne faut pas se surprendre de la portée de sentiments de trahison et de colère. Il semble partagé par de nombreux intellectuels de la génération de Bello, charmés puis déçus par l'entreprise cité-libriste et ses têtes d'affiche, Trudeau et Pelletier. Bello résumera bien ce drame dans Indépendance du discours et Discours de l'indépendance, paru initialement dans Liberté en juin 1984. Je cite. La génération intellectuelle à laquelle j'ai eu la chance d'appartenir et qui fut, je l'affirme sans modestie, la première génération la plus libre, la plus ouverte, la plus cultivée, peut-être aussi la mieux équilibrée que le Québec, est produite,
Il se trouva qu'elle se vit acculée à la pire des négativités. Fin de citation. Cette négativité, justement, en conduira un bon nombre, en octobre 70, appartenait, comme le rappelle encore Bello. Les mêmes personnes qui, quelques années plus tôt, croyaient entendre le bruit des bottes dans les premiers essais de la génération, ajoutèrent au raturaire, sur les listes ignobles, les noms de ceux d'entre nous que la police devait emmener. Parmi ces gens, parmi ceux qui sont devenus cicatrices à 5 heures du matin, pour reprendre le vers de l'homme, Gérald Godin. Quelques années après son incarcération, le poète devenu député, vous allez voir l'exemple, ça montre bien l'effet sur la génération, le poète devenu député vote contre une motion de Claude Ryan qui souhaite souligner le premier départ de Trudeau de la vie politique en 1979. Nous sommes à l'Assemblée nationale. L'intervention de Godin est à la mesure de la blessure subie. Je le cite. Le premier ministre du Canada a des qualités immenses d'intelligence et elles ont été reconnues il y a longtemps. Sa collaboration à Cité Libre et à d'autres organismes. Sa participation à l'évolution des idées au Québec a été fondamentale et précieuse et j'ai subi moi-même son influence. Heureusement, je m'en suis sorti. Moi, M. le Président, j'ai été interné, mis en prison, arrêté sans mandat, grâce ou sous l'empire de l'infâme loi des mesures de guerre qui, en ce qui me concerne, est le point le plus près où nous sommes allés en direction du fascisme. Et parce qu'à l'époque, M. Pierre-Éliott Trudeau, un homme que j'ai admiré, était Premier ministre du Canada, je dois, pour assurer ma santé mentale, voter contre cette motion. Bello, évidemment, ne parlera pas de sa santé mentale. Mais tout porte à croire qu'il a frappé tout aussi durement le même nœud générationnel. Quelque chose bloque autour de 1964 et il semble qu'il faille circonscrire le phénomène pour passer à autre chose. Dans sa lettre du 18 juin 1984, dans laquelle Bello remercie Vadeboncoeur de ses bons mots sur son livre, j'imagine que y a-t-il un intellectuel dans la salle, le caractère impérieux de cette tâche est bien senti. Je vais méditer d'autres coups, car j'ai absolument besoin de me situer vis-à-vis mes prédécesseurs. Il y avait là trop de non-dits, de non-résolus. À le lire évidemment Bello, on a l'impression que tout se passe comme si Bello voulait tester auprès d'un témoin intime de la vie de Trudeau les images et concepts qu'il déploie pour le définir. Images et concepts que le destinataire ne manque pas d'ailleurs de plébisciter. Peut-être cherche-t-il à suivre l'exemple de cet essayiste qui, lui-même, s'est dégagé de l'orbite trudeauiste. Le 24 décembre 1984, comme quoi il ne prend jamais de congé, Pierre Vadeboncoeur a écrit à Bello « Et toi-même, je m'explique en partie par la fascination, le besoin que tu éprouves de lui régler son compte. J'ai ma petite solution toute personnelle à ce problème. J'ai mis le cas Trudeau derrière moi et je tiens celui-ci pour disparaître. » C'est simple. Facile, sans coup férir. Pourtant, on sait que la figure de Trudeau occupera, on vient de voir les pensées et réflexions de Vadeboncoeur jusqu'à la fin de ses jours. Mais ici, il donne à voir la distance qui le sépare du plus jeune, issu d'une autre génération. Toujours Vadeboncoeur. Ton projet d'agir pour nous libérer d'une image locale néfaste, d'une image historique néfaste, et agissant comme une force et avec une force aliénante, est donc tout à fait justifié. Mais ce ne peut être le mien pour des raisons évidentes, raisons ici générationnelles. La lettre que Bello envoie à Vadeboncoeur le 18 décembre 1984 permet justement d'entrevoir une sortie du problème Trudeau. Je cite. Un coup délivré de Trudeau, délivré politiquement, philosophiquement, nous pourrons revenir à l'essentiel. L'essentiel peut-être du politique, ces questions que tu soulevais à la rencontre des écrivains de 1971, t'en souviens-tu? Hésitant sur l'année, dans une note de bas de page, on se pose la question, est-ce que c'est en 1970 ou 1971? Bello renvoie à la seule participation de Vadeboncoeur aux rencontres québécoises internationales des écrivains. Près de 15 ans après l'événement, on est en 1984, que retient-il exactement de l'intervention de Vadeboncoeur, qui n'est pourtant pas, il faut bien le voir, l'une des pièces maîtresses de l'œuvre de l'essayiste? Est-ce que Bello a relu le texte de la conférence paru dans le numéro 74 de Liberté? Peut-être, mais chose certaine, j'en rappelle quelques phrases. La liberté du Créateur doit être entière. Je déteste les orthodoxies, plus encore celles de demain que celles du passé, car elles seront plus pauvres, probablement plus odieuses et plus bêtes. Il ne faut pas que l'écrivain se laisse dicter une seule ligne par un système, quel qu'il soit. S'il a un rôle, il en a un. En voilà l'aspect négatif, aussi essentiel que l'autre. Donc, citation de Pierre Vadeboncoeur. Sont ces mots que Bello retient? Il ne le précise pas.
Cela dit, ceux-ci indiquent la voie d'une liberté de pensée, d'un refus de l'enrichissement. En 1974, dans Stratégie, Bello ira dans le même sens, identifiant la liberté littéraire comme marqueur politique. Je cite Bello. Le prince aurait pu ajouter « À quoi bon prétend cet exercice verbeux, complaisant, inutile, gaspilleur de langage que vous nommez littérature ?» À rien, affirmerions-nous aujourd'hui, sinon que l'homme s'y veut et s'y éprouve comme désir et comme liberté. Et s'il se mettait alors à appeler une cité meilleure, plus libre. Évidemment, la référence ici. Si le politique allait faire signe à une autre politique. Donc, dans cet article influencé par la lecture évidemment déterminante de Bakhtin et celle du premier Lukács, d'Auerbach, de Goldman, Bello montre bien que cette liberté réside dans la pluralité des voix, dans le refus du monologique au profit de la diversité des discours. La conception marxiste de la littérature transporte certaines notions très larges, très fécondes et très opératoires, comme par exemple celle de la totalité, multiplicité, devenir. Ils se sont trouvés à répondre à un certain moment à leur propre expérience de la lecture et de l'écriture. Ce sont des concepts critiques. Ils privilégient le multivoque par rapport à l'univoque et tendent à récuser toute vision fragmentée, mutilée, donc aliénante pour l'homme. Vadeboncoeur, qui reconnaît implicitement, dans un texte que Bello a peut-être relu ou dont il garde un souvenir étonnant, que la liberté d'écrivain ne doit pas être compromise par l'assujettissement à une seule voie, un système. Bakhtin, qui révèle chez Dostoïevski la création non pas, je cite, d'esclaves sans voix, mais d'hommes libres, qui voit aussi chez l'écrivain russe la liberté relative et les dépendances du personnage et de sa voix à l'intérieur d'une conception polyphonique, le décor est planté pour Bello, lecteur de Pierre Elliott Trudeau et du cité-librisme. Donc, décor planté pour Bello, lecteur de Pierre Elliott Trudeau et du cité-librisme. Dans l'excellente indépendance du discours et discours de l'indépendance, qui paraît quelques mois avant la lettre du 18 décembre 1984 et dont la symétrie du titre dit la structure du politique et du littéraire, c'est le refus d'entendre la voix de l'autre qui semble être la cause du blocage générationnel. Un blocage qui oblige les représentants de génération de Bello, dont la pensée est dialogique, par exemple, il y a toujours du fédéralisme en soi, dit Bello. Donc, cette pensée doit s'accuser devant des hommes et des femmes qui refusent de faire comme Bernard Landry, audi alteram partem. Bello écrit ainsi. La nouvelle génération est nullement encline à cloisonner des discours, à séparer soigneusement le discours littéraire ou culturel du discours politique. Elle aurait volontiers et imprudemment proposé une esthétique de la politique et une politique de la littérature. Qui pourrait imaginer aujourd'hui l'importance énorme du capital idéologique et symbolique détenu par Cité Libre et son milieu au moment dont je parle? Il serait impossible de le surestimer. C'est pourquoi le refus péremptoire, monologique, unilatéral que les teneurs de Cité Libre ont opposé au discours de l'indépendance formulé par les intellectuels plus jeunes, discours considéré comme inintégrable à expulser tel un corps étranger, est un événement dont les conséquences idéologiques et historiques sont considérables. Cité Libre a agi sur nous comme un leurre. Fin de citation. Il n'y aura qu'une seule voix ayant droit au chapitre, comme le donne à voir, évidemment, le renvoi de Vallière et tutti quanti, et le retour des anciens à la tête de Cité Libre en avril 1964. Une seule voix à droit au chapitre. Le cas de Trudeau devient presque un problème littéraire. Tirer un trait sur ce dernier est, comme Bello le dit dans sa lettre du 18 décembre 1984, une façon de justement retrouver l'essentiel peut-être du politique, tandis que les discours politiques culturels ne seraient plus cloisonnés, mais mis en relation au cœur d'un dialogue façonné par l'écrivain libre. De nouveau, dans une lettre datée du 1er juin 1985, Bello annonce la publication dans Liberté d'un texte qui, dit-il, doit beaucoup à Pierre Vadeboncoeur. Il s'agit de Les souvenirs de Gérard Pelletier, une mémoire hors du temps, paru le même mois. Il écrit à Vadeboncoeur. Tes remarques ont fait leur chemin en moi. J'ai l'impression qu'on ne peut dire grand-chose sur le phénomène Trudeau et l'épiphénomène Pelletier, que tu l'as déjà dit sous une forme ou une autre dans Indépendance, Lettres et colère, la première heure et la dernière. C'est l'inversion aussi. Tu verras dans ma petite recension du livre de Pelletier dans Liberté comment je ne sors pas des problématiques que tu as posées. Au moins, le tiraillement générationnel est manifeste chez Bello.
La coupure entre leur génération et la mienne engage des questions bien plus profondes que la question pourtant capitale de l'indépendance. Là-dessus, je n'ai pas tout dit. Je suis resté discret, allusif. Je n'ai pas, comme toi, une connaissance de première main du groupe, mais je l'ai vu opérer au pouvoir. J'étais l'assistant de Pierre Junot et j'ai failli entrer à la presse à la demande de Pelletier. Il y a des choses que je dirai plus tard. Il n'a jamais dit finalement. Dans son texte sur Pelletier, donc, Bello s'attache au souvenir que ce dernier a fait paraître 2 ans auparavant. J'ai stanké sous le titre « Des années d'impatience ». Il développe l'idée que dans ses souvenirs, toute distance temporelle est abolie, qu'il y a là la sérénité immobile de ce qui n'a pas d'histoire. Bello va élargir ce trait des mémoires de Pelletier à toute la pensée cité-libriste. Remarquons dans ce passage de nouveau l'idée que le dialogue est bloqué, justement, par Trudeau et les autres. Je le cite. L'apparente souplesse du personnalisme dialogisant joue comme un leurre. Ce qu'on trouve sous la surface, c'est la fixité et la dureté d'une pensée foncièrement essentialiste. Les phénomènes historiques se voient ainsi transformés en attributs naturels. Il convient de ne pas s'en étonner. La prise en compte de la dimension historique aurait sapé à sa base même l'idéologie du groupe de Cité libre et pratiqué dans sa clôture toutes sortes de brèches par lesquelles d'innommables tentations auraient pu pénétrer. Quel est le lien avec la pensée de Vadeboncoeur? Bien, déjà, on reconnaîtra ici un thème que ce dernier développe dans la dernière heure à la première, une sorte de trait qui traverse l'histoire du Québec, le refus paradoxal de l'histoire, la tendance à vivre quelque part en hauteur, ailleurs que sur la ligne du temps. En croire Bello, le trait semble cristallisé chez ces derniers représentants du Québec ancien. Quand le texte se resserre sur la figure de Trudeau, Bello cite explicitement Vadeboncoeur. Je cite Bello. Ce goût de la bousculade, comme disait Vadeboncoeur, de la bousculade intellectuelle sans temps, le rend aveugle aux situations de discours et sourd aux accents dialogiques. En somme, à ce qui constitue très souvent l'essentiel de ce que l'autre nous dit. De nouveau, le problème politique est compris et ramené aux dimensions qui l'englobent et le révèlent tout à la fois, celle du discours. C'est donc à travers le prisme de ce que l'analyse du discours littéraire lui a appris et des relations épistolaires avec l'écrivain Vadeboncoeur que l'essayiste, justement, finit par saisir et comprendre Trudeau, sans nécessairement s'en libérer, bien sûr. Du littéraire au politique et du politique au littéraire, il n'y a pas de chemin, mais un seul et même terrain. Dans une certaine mesure, on peut dire que l'essayiste Bello passe par le même chemin que l'essayiste Vadeboncoeur. Il donne à voir une poétisation du politique. On peut espérer se libérer de Trudeau qu'en le rendant littérairement signifiant, le prenant dans les raies des images, des métaphores, des discours. D'un côté, le refus dialogique qui a des accents mortifères, de l'autre, le multiple, la vie souveraine. Ce multiple est la clé de voûte du politique et du littéraire, du moins dans son acception, celle de Bello. Vadeboncoeur n'aurait eu aucun mal à souscrire aux propos que tenait son correspondant au tout début des années 1970. Je cite Bello. En simplifiant certes, on peut dire que pour Auerbach et Bakhtin, le multiple, c'est le peuple se manifestant dans la littérature. Vadeboncoeur avait justement publié en 1965 un livre intitulé « L'autorité du peuple ». Il y a, il me semble, une solidarité et une certaine affinité entre les deux hommes qui se profilent ici. Alors voilà, je vous remercie.